Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information. Commençons par ce qui constitue la une de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Le début des consultations pour doter notre pays, la Côte d'Ivoire, d'une nouvelle constitution. Le chef de l'État a échangé ce mardi avec les partis et groupements politiques membres du cadre permanent de dialogue sur le projet de mise en place d'une nouvelle constitution. L'objectif de cette rencontre, selon le président Ouattara, est d'enrichir la réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres, en un mot, de trouver un consensus. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les partis et groupements politiques membres du cadre permanent de dialogue sur le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Objectif visé, la recherche du consensus. Ce sont ces partis et groupements politiques membres du CPD qui se retrouvent ce matin devant vous, répondant ainsi à votre invitation pour vous écouter et certainement vous faire part de leurs observations et de leurs attentes sur le processus de révision, sinon de création d'une nouvelle constitution. Merci pour cette démarche participative que vous adoptez chaque fois que des questions d'intérêt national sont soulevées. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, il s'agit, à travers cette série de consultations avec les acteurs sociopolitiques majeurs, d'enrichir le débat et de prendre en compte les avis des uns et des autres. Cette rencontre pour partager avec vous mes réflexions sur la nécessité de la mise en place donc de la Constitution de la Troisième République. En fait, ces réflexions datent de bien longtemps. Vous vous souviendrez à l'occasion de la campagne et même la pré-campagne de l'élection présidentielle, j'ai clairement dit que si j'étais élu, je proposerais la mise en place d'une nouvelle constitution. Et comme vous le savez, j'ai procédé le mardi 31 mai dernier à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le professeur Ouraga Obou, que nous connaissons tous, qui a d'ailleurs été le président de la sous-commission Constitution avec le comité consultatif d'alors. Le vendredi 4 juin dernier, nous avons fait un conseil des ministres extraordinaires. J'ai voulu tout de même informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisage donc par rapport à la nouvelle constitution avant de commencer donc les rencontres dont celle d'aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui les partis politiques de l'opposition. Demain, j'envisage de rencontrer les chefs traditionnels et les guides religieux. Et jeudi, ce sera donc la société civile, avec également les jeunes, les associations des jeunes et de femmes. Alors, l'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. J'ai dit au Premier ministre que cette discussion devra prendre le temps qu'il faudra, même s'il faut 2 journées, contrairement à nos habitudes, et que le Conseil de gouvernement ait toute l'attitude de passer en revue les différentes propositions et pour qu'en Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement puisse nous faire des propositions. Et un texte qui peut donc être adopté et transmis ainsi à l'Assemblée nationale. Donc voici un peu le chronogramme. Bien évidemment, nous avons des contraintes de calendrier puisque nous devons d'abord procéder à la révision de la liste électorale. Ceci devra commencer, je crois, dès ce mois-ci. Et ceci prendra quelques semaines. La liste électorale sera donc disponible vers août-septembre, selon le chronogramme qui a été proposé par la Commission électorale indépendante, ce qui nous permettra, nous, d'envoyer notre projet à l'Assemblée nationale, j'espère, au mois de juillet, pour être examiné
Et le référendum en ce moment-là sur la Constitution serait proposé pour le mois de septembre, d'octobre. Nous avions pensé à un moment donné à un couplage du référendum et des élections législatives qui, selon la loi, doivent avoir lieu en novembre, début décembre au plus tard. Après les discussions avec les uns et les autres, il a été proposé que nous puissions donc séparer les deux scrutins, faire le référendum constitutionnel en septembre-octobre et les élections législatives en novembre-décembre. Donc voilà un peu le chronogramme que je voulais vous indiquer. Et donc vous remercier à nouveau d'être là ce matin et dire que pour moi cette première rencontre avec l'ensemble de l'opposition est très importante pour la vie de la nation et que nous devons donc essayer de tenir le calendrier. Nous avons également, comme vous le savez, envoyé à l'Assemblée nationale le texte concernant l'opposition et le statut de l'opposition. Je pense que l'Assemblée examine ce texte déjà et que d'ici la fin de la session, nous aurons donc un texte qui pourra être promulgué. Le financement des partis politiques également a été mis en œuvre par mon prédécesseur et cela également est appliqué. Rappelons que les observations, suggestions et recommandations des partis de l'opposition seront répercutées au comité d'experts dirigé par le professeur Ouagaoubou qui a un mois pour proposer un projet de constitution à soumettre à référendum. Après la rencontre avec le chef de l'État, des représentants de l'opposition se sont prononcés au micro de notre reporter. Nous les écoutons. La nouvelle constitution est venue pour tous les Ivoiriens de se retrouver autour d'une table, de discuter, de faire le bilan, de regarder ce qui n'a pas marché, de diagnostiquer les différentes difficultés de manière à ce que nous allons vers la refondation de l'État de Côte d'Ivoire. La constitution étant la loi sacrée de la nation, si tout le monde participe à son élaboration et à son adoption, je pense que cela peut être bénéfique pour la nation entière. Après donc les partis de l'opposition, Alassane Ouattara rencontrera donc demain mercredi les chefs traditionnels et les guides religieux et jeudi après-demain, le président de la République écoutera la société civile, notamment les associations des jeunes et des femmes en vue d'obtenir le consensus autour de la nouvelle constitution. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce processus de mise en place de la loi fondamentale de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Sachez également que dans le cadre des préparatifs de la révision de la liste électorale de 2015, la Commission électorale indépendante aura des rencontres de sensibilisation avec les acteurs majeurs. Demain mercredi, rencontre avec les partis, groupements politiques et organisations de la société civile. Et jeudi, rencontre avec la Chambre des rois, chefs religieux, rencontre également avec les médias. Revenons sur la 5e conférence de presse du Premier ministre. Au cours de ce moment d'échange avec les journalistes, Daniel Kablan-Duncan est revenu sur les axes stratégiques de l'action du gouvernement. Thomas Onguessambi pour en savoir davantage. En répondant présent au rendez-vous périodique Premier ministre, le monde des médias, les journalistes ne se sont pas privés de questions sur la conduite des affaires de l'État. Au nombre des questions posées, celles relatives au projet de production d'énergie à Abata, Sangon et Jacquesville, des projets prévus se réaliser au cours du PND 2012-2015, mais qui n'ont pas été. Il y a eu l'augmentation aussi de la production au niveau d'Azito, que vous n'avez pas mentionné. Vous savez, Agreco aussi a vu ses capacités augmenter. L'un dans l'autre, nous avons pu réaliser les 2000 MW qui ont été prévus. C'est ça qui est important. Il y a des dossiers qui prennent du temps, même si on les annonce avant, parce que les décisions ont lieu pour le faire. Et je dis, le domaine de l'électricité, personnellement, je n'ai pas donc de crainte de voir les choses se réaliser. Que ce soit donc à Bata, vous n'avez même pas parlé aussi des éléments concernant le sud-ouest, sur lesquels aussi des centrales thermiques avaient donc été prévues, de 600 à 700 MW, disons que chacune. Mais quand on les annonce, il s'agit de voir la perspective et de discuter. Ce qui est important, c'est le chiffre qu'on vous donne. On devait réaliser 2000 MW
à fin 2015, on l'a réalisé. Autre sujet abordé dans la dynamique du respect des engagements de l'État, les passifs, le remboursement de la TVA et l'épurement de la dette de l'État vis-à-vis des fournisseurs intérieurs. Quand les choses vont bien, les gens en profitent, mais ils n'en parlent pas. Je prends un cas au niveau du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les gens se plaignaient parce qu'on ne remboursait pas à temps les TVA à rembourser. Maintenant que tout est remboursé dans les délais, personne n'en parle. C'est comme c'est silence radio. On a un autre cas que je vais vous signaler. Est-ce que vous entendez les fondateurs d'écoles privées maintenant? Dans le temps, vous les entendez dans la rue. Ils criaient. Depuis, on a fait des réunions. Plus d'une cinquantaine de milliards ont été payés. Motus cousu, on n'entend plus rien. Mais il faut le dire aussi, que les choses ont été bien faites. Ça encourage à aller de l'avant. Le gouvernement, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, respectera toujours ses engagements pour créer la confiance. Gage indispensable de rapports fructueux État-secteur privé, État-citoyen, dira Daniel Kablan-Duncan pour terminer. Cette conférence de presse du Premier ministre vous sera proposée dans un grand format après ce journal à 20h50. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadrice spéciale de l'ONU, SIDA, est attendue aux Nations Unies pour un plaidoyer en faveur de la généralisation du traitement pédiatrique du VIH. Dominique Ouattara était donc hier face aux grands donateurs américains, nous dit Habiba Dambélé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, poursuit son offensive aux côtés de l'ONU-SIDA pour l'élimination du sida pédiatrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA était l'invité d'un cercle très fermé de grands donateurs américains qui se sont dit prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Tout le monde s'est mis d'accord pour travailler sous l'égide de la première dame. Toutes ces organisations ont annoncé des ressources qu'ils vont mettre à la disposition des pays essentiellement africains pour mettre fin à l'épidémie de sida. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a présenté l'ampleur du sida pédiatrique en Afrique et lancé un appel de fonds pour combattre cette pandémie, grâce notamment à la lutte contre la transmission mère-enfant. 90% des enfants infectés vivent en Afrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique a plaidé la cause des enfants africains victimes du sida, dont la plupart n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Nous sommes venus du monde entier, ici, à New York, afin de nous concentrer sur un enjeu hautement important, celui de protéger les générations actuelles et futures du VIH-Sida. Nous disposons aujourd'hui de tous les outils pour mettre fin au sida pédiatrique. Et pour y parvenir, il nous faut maintenir l'engagement et le soutien de tous les acteurs, à savoir les politiques, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les organisations multilatérales, les communautés et la société civile. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé à être l'un des premiers pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons fortement l'action de l'ONU-SIDA et à cet effet, mon pays a contribué financièrement de manière significative pour appuyer ces efforts. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, mais aussi et surtout en tant que mère, je sais pouvoir compter sur votre appui continu afin qu'ensemble, nous mettions fin au sida et en particulier au sida pédiatrique. La Fondation Elma Philanthropie et du Grand-Duché du Luxembourg et les principales organisations humanitaires des États-Unis ont pris l'engagement d'accompagner la première dame de Côte d'Ivoire dans son combat pour la généralisation des traitements contre le VIH au bénéfice des enfants séropositifs. Retour ici en Côte d'Ivoire et le reste de l'actualité avec tout d'abord cette cérémonie de distinction organisée à la Grande Chancellerie de l'Ordre national. 24 femmes issues de divers domaines d'activité ont été faites chevaliers dans l'Ordre national et du mérite ivoirien. Le point avec Abou Sanogo.
Elles sont éducatrices, sages-femmes, photographes, commerçantes et bureaucrates. Au nombre de 24, elles ont reçu la reconnaissance de la nation. 6 d'entre elles élevées au rang de chevalier de l'ordre national et 18 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Des distinctions qui réaffirment le rôle important joué par les femmes dans la société selon la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. La nation veut, par ce modeste hommage, saluer solennellement les membres et les mérites des femmes, toutes des femmes compétentes et battantes de la société civile et du monde professionnel. Je vous engage à demeurer ces mères courage, ces femmes déterminées, particulièrement celles en situation de leader, bien souvent confrontées à des discriminations nombreuses et qui se battent pour des causes difficiles mais exaltantes. Je vous exhorte à ne jamais céder au découragement. N'abandonnez jamais un combat juste et légitime. Une reconnaissance qui vient encourager les récipiendaires à redoubler d'ardeur dans l'exécution de leurs tâches respectives. Nous sommes conscientes que dorénavant, nous constituons des exemples à suivre pour la nation et que nous devons demeurer des personnes valeureuses et vertueuses qui suscitent l'admiration. Nous saurons porter et transmettre dans notre milieu de vie le flambeau des nobles valeurs du mérite et de l'excellence prônée par votre institution. À cette célébration du mérite, la grande chancelière a également émis des vœux à l'endroit des femmes. Elle plaide en faveur de leur autonomisation et pour une avancée notable de leurs droits dans la prochaine Constitution. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires sociales et culturelles a adopté le projet de loi relatif à la consommation. Le texte vient renforcer l'arsenal juridique en matière de protection des consommateurs et organise par ailleurs les conditions de création et de fonctionnement des associations des consommateurs. On fait le point avec Michel Digré. Le nouveau code de la consommation adopté en commission se présente comme un bouclier pour les consommateurs dans leur rapport avec les opérateurs économiques. Le projet de loi les protège contre les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Ce présent projet de loi vise donc à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants en permettant à l'État de mieux assurer la protection du consommateur, d'une part, et en fournissant aux consommateurs les armes pour la prise en main de sa propre défense, d'autre part. Les effets conjugués de cette double action concourent à l'assainissement et à la régulation du marché. Le Code de la consommation organise par ailleurs les conditions de création et de fonctionnement des associations de consommateurs. À l'état actuel des choses, les textes réglementaires ne permettent pas aux associations de consommateurs d'aller en justice, d'ester en justice pour le compte de leurs membres, donc pour le compte des consommateurs, parce que pour ester en justice à l'état actuel des choses, il faut avoir intérêt pour agir. Or, avec le nouveau texte de loi, la loi sur la consommation, le consommateur peut saisir une fédération ou une association de consommateurs qui pourrait naturellement attraire devant les autorités compétentes, devant les juridictions compétentes, les opérateurs économiques véreux. Je demande au gouvernement, vraiment ce code de la consommation, après la loi de promulgation, et que ce code soit vraiment effectivement appliqué. Et ça va contribuer à la lutte contre la cherté de la vie et ça va contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi prévoit également la création d'un organisme consultatif dénommé Conseil national de la consommation. Peut-on dire que l'Afrique enregistre une transformation de sa population? Une chose est sûre, une étude publiée par la CFAO indique que le continent africain compte 78 millions de membres de la classe moyenne. Selon cette étude, ce nombre passera à 214 millions en 2040. Sachez qu'une classe moyenne est caractérisée par un bon niveau d'éducation, un revenu raisonnable et un mode de consommation tourné vers les biens et services plus élaborés. Information donnée par Adam Akone du service économie de la rédaction. Le continent africain n'est plus constitué d'une minorité d'aisés et d'une immense majorité de pauvres.
Une catégorie socio-professionnelle se fait de plus en plus remarquer, la classe moyenne. C'est une classe qui arrive à dépenser, disons, entre 6 et 20 dollars américains tous les jours souvent en dehors des dépenses de subsistance, à savoir simplement se nourrir et se loger. C'est une classe de personnes qui sont travailleurs, extrêmement optimistes, dynamiques, qui croient au mérite, qui croient au respect, qui croient à l'éducation. Donc c'est une, je dirais, une nouvelle génération d'Africains très portés vers le mérite. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonçait le lundi 6 juin dernier, jour même de la publication de l'étude Ipsos sur la classe moyenne, une baisse de 5% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Parallèlement, l'on enregistre une percée de la classe moyenne estimée à 19% de la population. Une réalité que les concernés décrivent eux-mêmes. Je pense être de la classe moyenne parce qu'aujourd'hui, je vis pas aussi bien que la classe supérieure, je ne vis pas aussi mal que la classe inférieure. Je peux me permettre de sortir, je peux me permettre d'aller au cinéma quand je veux, j'ai une voiture, comme on a vu dans l'étude tout à l'heure, j'ai une voiture, j'ai un micro-ondes chez moi, j'ai tout ce qu'il faut au minimum à une classe moyenne. On assiste à une émergence de la classe moyenne. Elle est réelle. C'est la qualité de vie. Au niveau de la santé, on assiste de plus en plus à la fréquentation des centres, des cliniques. Au niveau des supermarchés, on assiste de plus en plus à la consommation. Dans les foyers, dans les ménages ivoiriens, on assiste de plus en plus à des foyers qui sont de plus en plus équipés. Pour l'économie, l'existence d'une classe moyenne est source de croissance inclusive. La population basculant d'une position de subsistance vers une société de consommation. Avec le retournement sur les marchés des matières premières, la croissance économique chez les émergents et notamment en Afrique est très fragile. Il va falloir un socle de consommation intérieure et c'est la classe moyenne qui va développer cette consommation intérieure. Il n'y a que la classe moyenne qui peut tirer la croissance véritablement dans un pays. C'est celle qui a une consommation régulière, c'est celle qui a un revenu régulier et c'est celle sur laquelle on base véritablement un développement. Des 5 pays concernés par l'étude, à savoir le Maroc, le Nigeria, le Cameroun, le Kenya et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont la plus forte projection positive sur l'avenir. 90% des ménages de classe moyenne estiment en effet que leur vie va évoluer. Les musulmans du monde entier observent depuis 48 heures le mois de jeûne. Ils se privent donc de nourriture pendant la journée. Et au coucher du soleil, on s'alimente comme on peut dans cette période de partage. Ici en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a offert des centaines de tonnes de riz et de sucre réceptionnés au Conseil supérieur des imams. Reportage. Des dons en vivres du chef de l'État à la communauté musulmane en période de jeûne. C'est désormais une tradition. Cette année encore, elle a été respectée. En ce deuxième jour du Ramadan, c'est le conseil spécial du président de la République chargé des cultes qui est venu les bras chargés au siège du COSIM, le Conseil supérieur des imams. J'ai le plaisir de vous annoncer ici les dons présidentiels qui consistent, en ce qui concerne le COSIM Abidjan, 5 tonnes de sucre, de 5 tonnes de riz et d'une somme en espèces de 3 millions. Pour l'ensemble du territoire, c'est 379 tonnes de riz et de sucre. Au nom du cheikh Bouakari Fofana, l'imam Aboudraman Kouni a traduit la reconnaissance de l'ensemble de la communauté musulmane au président de la République. C'est un geste qui nous va droit au cœur et c'est un geste qui est appréciable et qui est apprécié aussi par tous les imams, Inch'Allah. S'il est solidaire, ce don revêt également une haute portée spirituelle. Selon les Écritures saintes, donner de quoi à rompre le jeûne équivaut au mérite engrangé par le jeûneur. Le monde de la culture en Côte d'Ivoire est en deuil. François Kounian est décédé ce mardi. François Kounian, fondateur du groupe à succès des années 80, les Ouya,
mais surtout patron de la radio Jam, aurait été victime de malaise. Il a été transporté d'urgence dans une clinique où il a rendu l'âme, tout simplement. Serge Koléa. Certains artistes l'appelaient affectueusement Papa Konian, d'autres préféraient simplement dire le vieux. Pour le monde du showbiz, c'était tout simplement un pionnier. François Konian, l'homme de culture, le mécène, le producteur, le promoteur de la culture ivoirienne, est décédé ce mardi à Abidjan. Dès le début des années 80, il était au service du monde de l'art et singulièrement de la musique en Côte d'Ivoire. Il monte son premier studio d'enregistrement à Trècheville, baptisé le Bronx. À cette époque, il produit plusieurs artistes. Un des succès les plus retentissants de François Konian, c'est la création du groupe à succès Les Ouya. Le groupe Ouya a connu un grand succès dans les années 80 grâce à son management. On peut citer des artistes qui ont pu se révéler au sein de cette formation artistique. Marcel Yassé, David Taïro, Tian, Manu Gallo et bien d'autres. En 2000, il se lance dans le monde des médias en créant la radio Jam FM. Ce grand producteur d'artistes a été décoré en 2013 par la Grande Chancelière pour l'ensemble de sa carrière. Regain de violence en Turquie, 11 morts, dont 7 policiers, 4 civils tués et 36 blessés, grièvement touchés. C'est le bilan de l'explosion d'une voiture piégée ce mardi dans le centre d'Istanbul. Des images pour en témoigner. Istanbul, la plus grande ville de la Turquie, à nouveau frappée par le terrorisme. 11 personnes ont été tuées ce mardi matin dans un attentat à la voiture piégée visant un bus de la police dans un quartier historique d'Istanbul. La bombe aurait été actionnée au passage de 2 bus de police à 8h30 du matin. 7 policiers anti-émeutes et 4 civils ont été tués sur le coup. Parmi les 36 blessés, plusieurs seraient dans un état critique. De nombreuses ambulances et voitures de pompiers ont été envoyées vers le lieu de l'explosion. 4 suspects auraient été interpellés par la police et conduits au siège de la sûreté pour être interrogés, a rapporté l'agence pro-gouvernementale Anatolie sans autre détail. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le mode opératoire, la voiture piégée et la cible, la police anti-émeute évoquent pour le président et pour les experts une action des groupes radicaux du Kurdistan, une région en lutte contre l'État turc depuis 30 ans. Istanbul a déjà été victime de 2 attentats suicides commis par des hommes de l'État islamique en janvier et en mars 2016. Des attentats qui visaient des touristes. Un mot de sport avant de refermer ce 20h. Athlétisme, l'Ivoirien Ben Youssef Meïté a remporté le 100 mètres du meeting de Prague en passant sous la barre des 10 secondes. Des images. Un athlète qui court un 100 mètres en 9 secondes, on le respecte. Avait-il confié à l'occasion des Jeux africains l'an dernier. Meïté Ben Youssef vient de se faire respecter à Prague. Logé dans le couloir numéro 4, il est arrivé en tête de la course, remportant l'épreuve reine avec un chrono de 9 secondes 99 tierces, devant le Sud-Africain Enrico Brundtjes, 10 secondes 11 tierces, et le Lesothan Mosito Leata, 10 secondes 12 tierces. Meïté Ben Youssef remporte l'or à l'issue de l'épreuve, mais encore, il devient le recordman ivoirien du 100 mètres, détrônant ainsi Wilfried Kofi, qui avait réalisé un chrono de 10-1 en avril dernier. S'il se situe à seulement 5 tierces, donc à quelques foulées du record continental, il faudra encore plus d'efforts, des efforts titanesques même à Ben Youssef, pour prétendre au trône mondial, occupé depuis 2009 par un certain Usain Bolt, avec un chrono jamais égalé de 9 secondes 58 tierces. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution impersonnelle qui rassemble les Ivoiriens et une constitution moderne qui tienne compte des droits et devoirs de tous les citoyens et une constitution impersonnelle qui apporte la stabilité au pays sur de nombreuses années. Rappelons qu'il y a exactement une semaine, le mardi 31 mai dernier, un comité d'experts a été mis en place par le chef de l'État, comité chargé de faire une proposition d'avant-projet de la nouvelle loi. Ainsi va la Côte d'Ivoire en ce mardi 7 juin 2016. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.